Bon, à part si vous vivez dans une grotte ou dans le tiers-monde, genre comme à La Réunion, oh purée de pommes de terre, normalement vous connaissez Tokyo Revenger, ou dans le pire et le meilleur des cas, vous en avez déjà entendu parler, que ça soit en bien ou en mal, sur les réseaux sociaux ou autres. C'est un animé de saison qui s'est terminé il y a vraiment pas longtemps, genre vraiment pas longtemps, et qui a fait beaucoup de bruit durant sa diffusion. L'œuvre est devenue super populaire, se hissant en haut de tous les classements, et devenant une référence à pas mal de choses, jusqu'à même la création du Panam Manjikai. Que Dieu nous sauve. Mais bon, vous savez, hein, c'est comme Kanojo mo Kanojo. Il y aura toujours des gens pour te dire que c'est un truc de malade, et d'autres pour te dire que ça pue la merde. Donc ici, on va regarder si justement Tokyo Revenger mérite le succès dont il est victime, ou si alors c'est simplement un énorme animé surcoté, et que c'est pas si ouf que ça. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré de la série. Perso, c'est Draken. Il pète le flow, la plupart du temps il reste assez zen. Vraiment, j'adore, même si techniquement il est chauve. Et sur ce, commençons. Tokyo Revenger nous fera suivre la vie assez nulle de Hanagaki Takemichi, un mec en temps partiel qui n'a pas de meuf, n'a pas beaucoup poursuivi ses études et n'est pas forcément très beau gosse. En gros, il doit forcément jouer à Osu ou limite à LoL. Je fais de très bonnes déductions, hein. Faites-moi confiance. Mais un beau matin, pas si beau que ça finalement, Takemichi apprend aux infos que son ancienne petite amie de collège est décédée dans un conflit mêlant le gang du Tokyo Manjikai, un groupe de jeunes gens qui prolifèrent les activités très illégales au sein de Tokyo. Bon, franchement, le ref, ça le touche un peu. C'est la seule véritable petite amie qu'il n'ait jamais eue, et mine de rien, il l'appréciait vraiment beaucoup. Mais tant pis, les choses sont comme elles sont. Le lendemain, en rentrant de son taf à temps partiel, il attend le train bien tranquillement, et là, d'un coup, il se fait pousser dans les rails par quelqu'un... Non mais mettez les bons extraits au moins! Après, les gens ils vont croire que je fais exprès de montrer la ressemblance flagrante. Putain, casse les couilles! Mais tout à coup, par je ne sais quel événement surnaturel, il retourne dans le passé, et plus précisément 12 ans en arrière, pile au moment où il était collégien, avec sa bande de potes qui jouaient au gros bras, alors qu'ils viennent de naître. Première chose que vous remarquerez aussi, c'est la coupe banane de Takemichi. Alors, je sais pas vraiment ce qu'il leur a pris de faire ça, hein, mais en voyant ce truc, j'ai juste envie de me dire qu'être chauve, c'est pas si mal, hein. oh merde, oh c'est con ça. Mais bon, vous comprenez assez vite le topo, l'intérêt et l'objectif de ce retour dans le temps, à part se faire tabasser, sera de découvrir la personne qui a planifié le meurtre de son ex-petite amie Hina, et du coup d'empêcher sa mort en altérant le passé. Plus tard, il découvrira même que le frère de Hina, Naoto, est le récepteur qui lui permet de revenir dans le présent et de retourner dans le passé. Tout ça grâce à une simple poignée de main. Mais tu viens pas de te faire tabasser? Oui. Why are we still here? Just to suffer. Ça sera donc aux côtés de Takemichi et de Naoto, plus de Takemichi, que nous allons suivre l'aventure. Avec tout le long l'objectif de changer le passé pour un présent meilleur. Avec évidemment beaucoup de combats, parfois très stylés, de bons personnages qui sauront retenir notre attention, et plein de retournements qui donneront toujours envie de voir la suite. Mais bon, comme mon ressenti est un peu flou, j'ai quand même envie de développer. Ah bah non, maintenant c'est moi qui suis flou, mais putain. Ce que j'ai bien aimé en premier lieu, et ce qui peut paraître assez évident pour certains, c'est le côté surnaturel et fantaisiste qui n'apparaît que lors de l'action et du lancement. Il n'y a pas de présence surnaturelle pour l'empêcher de parler de son passé par exemple. Genre là, il est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Et dans cette liberté, le spectateur aperçoit directement un grand potentiel dans le voyage temporel, ce qui suscite inéluctablement l'attention de ce dernier. Quand tu sais à quel point c'est compliqué de modifier une temporalité, bah tu finis par te dire que la moindre action entreprise par Takemichi peut totalement bouleverser le monde qui l'entoure. Ça donne envie de s'imaginer plein de scénarios et plein de possibilités que la série pourrait nous montrer. Même si finalement elle le fait pas, hein. L'essentiel c'est vraiment juste de laisser cette liberté de penser grâce au cadre et aux sujets qui sont assez larges. Un peu comme moi finalement.
Il y a tout ce cadre réaliste d'une situation réelle qui vient insuffler la vie dans ce qu'on regarde. S'il y a vraiment une chose que je ne peux que apprécier dans l'œuvre, c'est son côté humain qu'on ressent tout le long. Tout au fil de la série, nous ressentons réellement le désespoir de Takemichi face à une situation où il ne peut rien. Le même désespoir qu'on pourrait ressentir dans Re:Zero finalement. Mais il tape plus fort ici, sachant qu'il n'y a pas de super pouvoir pour venir l'aider. Donc, on ressent son désespoir comme étant le nôtre, car on arrive à se mettre à sa place, et s'imaginer ainsi. Vous pouvez être qui vous voulez, mais moi quand on me dit d'affronter 5 mecs en même temps, avec peut-être un qui est armé, bah je dis non. Je prends la poudre d'escampette. Tiens, Takemikouille. C'est Michi, hein. Takemoshi. Là, je le prends pas très bien, là. T'aurais pas de l'argent sur toi? Il y a également cet aspect de gang, avec les motos, les clans, plus communément appelé le genre Furio, qui se résume grossièrement à des gens voulant imposer tout et n'importe quoi avec la violence en groupe organisé. Bah je dois dire que c'est plutôt kiffant. C'est un genre qui n'a jamais beaucoup été mis en lumière, hein, surtout en France et encore plus en animé, donc franchement pas mal. Ça me donne moi-même envie de réunir des potes et venir casser la gueule au premier venu qui me dit que Red of Filler est une masterclass. Après je viens de Marseille, hein, donc je pense pas que ce serait très compliqué quoi. Hein. La seule chose que j'ai à redire, c'est que oui, au bout d'un moment, ça commence peut-être à devenir un peu redondant. Je vais pas mentir en disant que j'ai pas un peu soufflé après avoir résolu tous les problèmes du présent, mais que finalement non, pas vraiment. Et puis de toute façon, je pense qu'on le savait tous un peu. Je pense qu'on savait tous que ça se passerait comme ça. Tout se résout au bout de 13 épisodes, et pourtant il y en a 24. Donc bon, paye ta surprise. Tiens, mon ref. Non, mais c'était une expression, gros fils de pute. Le problème, c'est pas l'apport en contenu. Je comprends qu'un animé se doit d'avoir beaucoup d'épisodes, et un manga beaucoup de chapitres, mais niveau de la chronologie, j'aurais largement préféré une trame approfondie, très dure et longue à résoudre, que simplement avoir plein de petits arcs qui, une fois résolus, t'amènent à de nouveaux problèmes qui amèneront vers un nouvel arc, où on en apprendra plus sur tout et tout le monde. C'est une bonne chose, hein, content pour les fans de la série. Mais du moment que tu peux résumer le schéma scénaristique ainsi, bah c'est là qu'il faut se poser des questions à mon avis. Après, c'est clairement pas une mauvaise chose, hein. C'est juste que ça peut amener beaucoup d'ennuis et beaucoup de désintérêt lors du visionnage, spécialement si tu n'adhères pas déjà beaucoup au début. Bon, par contre, généralement, je suis pas très regardant là-dessus, vous voyez, mais faut pas se mentir que Takemichi pleure vraiment beaucoup, même beaucoup trop. Genre, je pense que je pourrais largement compter sur les doigts de ma main le nombre d'épisodes où il n'a pas pleuré. Les gens qui rageaient sur les pleurs de Subaru, qui lui subissaient des choses 3000 fois pires que Takemichi, bah je vous baise, hein. Mais heureusement qu'il y a ce côté humain qui en va de nos sentiments et de notre ressenti, qui nous aide donc également à ressentir l'espoir quand une possibilité s'ouvre, la colère quand un de ses amis meurt, le bonheur quand on arrive finalement à faire à ce que les choses se passent bien. En bref, quand on regarde la série avec tous nos sens et qu'on essaye de s'y plonger un minimum, je pense qu'il sera très aisé pour beaucoup de complètement ressentir et apprécier tout ce que j'ai dit avant. Après c'est sûr qu'on se pose souvent des questions qui pourraient remettre en cause toute l'œuvre entière, et parfois, ça peut être des questions assez simples, hein. Genre, qu'est-ce que serait l'histoire si les personnages avaient des parents, par exemple? L'histoire de Tokyo Revenger avec des parents. Ah bah c'est un peu petit quand même, ça fait que ça. L'histoire de Tokyo Revenger sans parents. Aïe, ça fait beaucoup là, non? En fait, comme la plupart des voyages dans le temps qu'on voit, on a souvent tendance à penser que c'est ultra cheaté. Le moindre souci, et là bam, on revient en arrière. Sauf qu'ici, c'est le contraire de cet aspect qui va nous tenir en haleine. Dans le cas présent, surtout avec la faible constitution de Takemichi, s'il n'arrive pas à se sortir de la merde, bah il crève. C'est game over pour lui. Et donc, cette constante exposition au danger autour de soi relève encore le suspense qu'on attend de l'œuvre, et vient encore approfondir tous les mystères qu'on patiente d'être résolus. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ce que j'adore aussi, c'est la façon dont Takemichi altère le passé pour changer le présent. Donc dès qu'on revient dedans, plein de choses changent, et c'est souvent le jeu de savoir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé également. Vous savez, c'est comme quand vous finissez un jeu vidéo plein de fois, mais avec des saves d'avant pour pouvoir faire toutes les fins. Perso, c'est ce que j'ai fait sur The Witcher 3, et la curiosité qui t'amène à faire ça fait finalement que t'aimes assez bien le truc de base. Donc oui, j'ai vachement envie de voir comment tout va tourner et comment notre jeune héros aux cheveux dorés va transformer son présent et celui de
de tous les autres. Je pense sincèrement que le mot de fin serait la curiosité, car c'est clairement elle qui fait que, une fois attaché au personnage, j'ai envie de continuer pour voir ce que ça va donner, et tous les déroulements de choses par la suite ne m'ont jamais déçu, et je l'espère ne me décevront jamais. Mais bon, pour savoir ça, encore faudrait-il avoir la suite quoi, hein. Alors, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 9 en manga, et plus précisément chapitre 74. Alors, je vais pas vous mentir en faisant des pieds et des mains pour expliquer quelque chose de très simple. Pour moi, il me semble très évident, même extrêmement évident, que l'anime a été plus qu'une réussite. Niveau des ventes, on n'a pas encore les chiffres, mais si ça reflète bien la popularité, comme c'est le cas la plupart du temps, bah ça devrait être bon. Les revenus streaming sont énormes, y a rien qu'à voir le bruit que ça faisait et le top que ça a dans le classement Crunchyroll. Et finalement, au niveau de la popularité, c'est vraiment devenu un gros animé de mode, limite l'incontournable de cette saison. L'animé qu'il faut à tout prix regarder, et que t'entends parler de partout, finissant même en tendance Twitter, avec la fin du 24e épisode. Donc pour tout ça, je dirais que si c'était voulu, une saison 2 est plus que certaine. Et c'est grâce à ce résumé assez anodin, que j'ai envie d'amener ma réflexion vers quelque chose d'autre, qui est à mon avis plus pertinent. C'est la finalité de création de l'animé, le but. Comme nous avons pu le voir avec Akatsuki no Yona et plein d'autres, certains animés ne sont produits seulement que pour promouvoir le matériel source. Donc le manga si c'est adapté d'un manga, ou le light novel si c'est adapté dessus. Et je dois dire que cette réflexion m'est venue quand j'ai vu la fin de l'animé. Le gros moment de suspense, avec un énorme cliffhanger, est vraiment fait pour donner envie aux spectateurs de directement reprendre en manga, tellement le moment clé est coupé parfaitement pour nous intéresser. Donc là on pourrait croire que l'animé a vraiment été fait pour donner envie de lire le manga. Et en conclusion, ça voudrait bien dire qu'il n'a été produit que pour faire la promotion de son matériel source. Franchement, vous êtes d'accord, c'est flagrant. Mais à l'inverse, on pourrait aussi penser que l'anime se coupe ici pour qu'on attende patiemment une nouvelle saison. Mais c'est beaucoup moins probable quoi, hein. Surtout avec la campagne promotionnelle du manga pendant la sortie de l'anime, qui a connu un essor de malade, et a fait prendre conscience à tous les fans que le manga est là, et qu'il pourrait toujours continuer dessus. Donc en bref, soit l'objectif était celui-là mais pas que, donc vu le succès il y aura quand même une saison 2, car on n'arrête pas quelque chose qui marche, même si ça devient nul, Nanatsu no Taizai, ou dans le cas contraire, ma théorie de base s'avère vraie, et il n'y aura jamais de suite de l'anime à espérer. Ça me peine pas vraiment, sachant que dans tous les cas, je continuerai aussi en manga. Mais pour les fans de l'anime qui veulent vraiment voir une suite à cette production, bah sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Je suis trop sexy en fait. Mais comment elles font les filles avec leurs cheveux longs là? Putain, ça rentre dans la bouche, dans les yeux. Ah, mine de rien, je suis grave bonne, hein. J'ouvre un OnlyFans là, c'est... Oh la concurrence, oh la concurrence. Je suis Jean-Pierre Polnareff.